contient le plan de formation? Eh bien, il peut comprendre toutes sortes d'actions et son contenu est libre, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui définit les actions qu'il veut entreprendre pour assurer la formation professionnelle de ses salariés. C'est une expression parmi d'autres du pouvoir de direction de l'employeur. Donc là, attention, on n'est pas dans le cadre d'une négociation avec ça pourrait être les organisations syndicales ou même le comité d'entreprise. Non, on est dans le pouvoir de décision de l'employeur, au même titre que lorsqu'il établit le règlement intérieur de l'entreprise. Mais la loi, malgré tout, définit ce que peut comporter un plan de formation. Après, l'employeur n'est pas obligé de faire figurer les différentes mesures et elles peuvent prendre aussi des formes différentes. Alors, que peut comporter le plan de formation? Tout d'abord, ça paraît assez évident, des actions visant à permettre l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Donc là, il y a plusieurs hypothèses. Il y a le poste de travail qui a évolué parce que justement, on a changé de machine, parce qu'on a réparti les tâches de manière différente entre les salariés, parce que on était sur une réalisation manuelle, on passe à de l'automatisation. Il y a plein d'hypothèses. Donc là, il peut y avoir des actions d'adaptation. Mais il peut y avoir aussi des actions d'adaptation liées au fait que certains salariés ont changé de poste de travail. Ils ont été mutés. Eh bien, l'employeur peut à ce moment-là engager une action de formation pour assurer donc une adaptation parfaite au nouveau poste de travail. Petit rappel très important, l'inadaptation d'un salarié à son poste de travail, ça peut être à l'origine d'une sanction. Ça peut constituer une faute professionnelle et il peut donc y avoir sanction. Mais pas s'il n'y a pas eu, si l'employeur n'a pas fait en sorte que le salarié puisse s'adapter. Le salarié a été muté professionnellement sur un nouveau poste. Il s'avère finalement qu'il n'est pas adapté, il ne s'adapte pas à ce nouveau poste de travail. Eh bien, l'employeur peut sanctionner, mais à condition d'avoir permis au salarié de s'adapter à son poste de travail. Si en revanche, aucune formation n'a été prévue pour qu'il puisse justement s'y adapter dans de bonnes conditions, à ce moment-là, l'employeur ne pourra pas sanctionner. Donc c'est très important que l'employeur, justement, qui envisage de faire évoluer les postes de travail ou de muter des salariés sur d'autres postes, eh bien, donne la formation professionnelle nécessaire à une adaptation correcte des salariés. Faute de quoi, il ne pourra pas sanctionner s'il n'y a pas justement une bonne adaptation au poste de travail. Voilà, donc ça c'est très important, cette petite précision que l'employeur doit faire en sorte que les salariés puissent s'adapter à l'évolution de leur poste de travail ou à des changements de poste. Et puis, autre volet, donc des actions d'adaptation, mais également des actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi. Certains secteurs d'activité évoluent énormément. Si on veut que les salariés restent compétents dans leur domaine, eh bien, il va falloir prévoir des actions de formation professionnelle. Sinon, ils seront dépassés par l'évolution des emplois et ils ne pourront plus se maintenir dans l'emploi. Il peut y avoir, alors un exemple, la nécessité de parler une langue étrangère pour certaines activités, mais ça n'était pas le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de maîtriser une langue étrangère, c'est très souvent l'anglais. Eh bien voilà, parce que l'entreprise aujourd'hui travaille à l'étranger, parce qu'aujourd'hui on est dans une économie mondialisée, donc pour certains postes ça devient une nécessité. Eh bien l'employeur peut très bien inclure dans son plan de formation des actions permettant aux salariés soit de se remettre à niveau en anglais, soit carrément d'aborder cette nouvelle langue étrangère. Autre type d'actions, des actions, alors là, qui sont éventuellement liées à l'évolution de l'entreprise, mais pas toujours, des actions que l'on appelle de développement
des compétences. C'est-à-dire que le salarié a un certain nombre de compétences, mais on va lui permettre d'en acquérir de nouvelles. Alors ça peut être uniquement pour permettre aux salariés justement de développer leurs compétences personnelles dans un but comme ça qui n'est pas lié à l'entreprise, mais ça peut être aussi dans une perspective à plus long terme de l'évolution de l'entreprise. Et là, je reprends le même exemple, qui est donc l'apprentissage d'une langue étrangère. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on n'a pas besoin de connaître l'anglais, mais l'employeur se dit que peut-être, dans quelques années, il va s'intéresser à des marchés étrangers et que ça serait bien que les salariés soient déjà un petit peu familiarisés avec ça. Eh bien, à ce moment-là, il peut prévoir des actions de développement des compétences. Donc voilà le type d'action que peut contenir un plan de formation, mais je le rappelle, c'est l'employeur qui choisit. Il peut très bien n'y avoir dans le plan de formation que quelques mesures liées à l'évolution des emplois et surtout des actions d'adaptation. Ce n'est pas véritablement un problème. Petite remarque, le plan qui, je vous le rappelle, est bâti par l'employeur lui-même, seul. Le plan peut également intégrer des demandes des salariés. Je reprends mon exemple de la langue étrangère, là, dans une perspective d'évolution éventuelle de l'entreprise, mais donc développement des compétences des salariés. Eh bien ça peut être inclus dans le plan de formation parce que plusieurs salariés ont demandé justement à améliorer leur connaissance de l'anglais. Donc, l'employeur peut aller au-delà des simples nécessités de l'entreprise pour justement intégrer des demandes des salariés. Il peut également intégrer des demandes qui sont formulées par les représentants du personnel. Il peut y avoir, dans certains cas, des remarques qui ont été faites par les représentants du personnel sur la nécessité de mettre l'accent sur tel ou tel type d'action de formation. Souvent, d'ailleurs, les représentants du personnel mettent l'accent sur les actions d'adaptation au poste de travail. Parce que c'est vrai que parfois, les salariés estiment qu'ils sont justement insuffisamment formés pour faire face à l'évolution de leur poste de travail ou à ou à une situation de mutation professionnelle. Donc voilà, ils vont à ce moment-là demander à l'employeur, lorsqu'ils les consultent dans la phase qu'on vient d'évoquer, ils peuvent très bien demander à l'employeur de mettre l'accent sur tel ou tel type d'action qui, selon eux, est absolument nécessaire aux salariés dans l'entreprise. Voilà donc comment se bâtit le plan de formation. Alors, parlons maintenant des droits et des obligations du salarié, de son statut aussi, on pourrait dire, pendant les actions de formation qui sont prévues dans le plan. L'employeur a donc prévu un certain nombre d'actions dans le cadre de son plan de formation qu'il va financer donc lui-même. Première question, qui sera concerné par le plan de formation ? Eh bien, là encore, c'est le pouvoir de direction de l'employeur et c'est lui qui choisit les salariés qui seront concernés. Il est bien évident que si les actions de formation consistent à permettre l'adaptation des salariés à l'évolution de leur poste de travail, les salariés concernés seront les salariés dont le poste de travail est en pleine évolution ou ceux qui ont fait l'objet d'une mutation professionnelle. Donc là, c'est assez simple. Mais après, dans d'autres cas, il peut y avoir des choix à faire. Alors, l'employeur peut les faire librement, mais toujours la même réserve. Il ne doit pas y avoir de discrimination en la matière. C'est-à-dire que l'employeur a tout intérêt à définir des critères précis, objectifs, permettant justement de choisir des salariés sans qu'il y ait risque de critiques fondées sur la base de la discrimination. Alors maintenant, les salariés ont été choisis pour effectuer une action de formation. Eh bien pour eux,
Ça, c'est très clair, il s'agit d'une obligation professionnelle. Le salarié ne peut donc pas refuser de faire un stage qui est prévu dans le plan de formation, qu'il s'agisse d'une action d'adaptation ou de toute autre action de formation. Donc le refus d'effectuer une action de formation, c'est une faute professionnelle et ça justifie une sanction. Parmi les sanctions qui peuvent être prononcées, il y a le licenciement. Donc ça, c'est très clair. Ça fait partie des obligations professionnelles du salarié, au même titre que ce qui a été défini lors de son embauche comme faisant partie de sa mission. L'abandon du stage, le salarié a accepté, puis finalement il abandonne en cours de route, c'est la même chose. Faute professionnelle et éventuellement sanction, y compris licenciement. Quelques exceptions, donc des cas particuliers pour lesquels le salarié a le droit de refuser le stage de formation. Premier cas, ça paraît assez logique, lorsque la formation a lieu en dehors du temps de travail du salarié. Ça peut arriver, c'est généralement pas le cas, mais il y a des hypothèses où ça peut se trouver ainsi. Et bien, dans ce cas-là, on permet au salarié de refuser, effectivement, puisque là, ça va empiéter sur sa vie personnelle. Deuxième hypothèse, lorsqu'il s'agit d'actions de formation très particulières dont on parlera, d'un bilan de compétences ou d'une VAE, c'est-à-dire une validation des acquis de l'expérience, eh bien là, le salarié a le droit de refuser. Parce que ça touche à son parcours professionnel personnel et donc il a le droit de ne pas souhaiter s'engager dans cette démarche-là. Mais en dehors de ces cas-là, obligation professionnelle que de suivre le stage. Alors comment ça se passe ? Eh bien, là, il y a énormément d'hypothèses. Le stage peut se dérouler à l'intérieur de l'entreprise. En effet, dans les grosses entreprises, eh bien, il y a des personnes qui assurent les formations des salariés. Il y a des formateurs en interne et donc ça se déroule à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut se dérouler aussi à l'intérieur de l'entreprise si c'est une entreprise extérieure de formation qui envoie des salariés pour assurer un stage qui va concerner plusieurs salariés de l'entreprise. Mais s'il y a un salarié concerné par un stage organisé par une entreprise spécialisée, eh bien à ce moment-là, le salarié va aller suivre le stage à l'extérieur. En principe, je vous l'ai dit, la formation a lieu pendant le temps de travail, ça c'est la règle. Cependant, pour les actions qu'on appelle de développement des compétences, il y a possibilité que le stage ait lieu en dehors du temps de travail. Et donc, dans ces hypothèses-là, je vous l'ai dit, le salarié a la possibilité de refuser. Ceci étant, lorsque la formation a lieu en dehors du temps de travail, le législateur prend en compte cette contrainte supplémentaire pour le salarié et du coup, il fixe une limite. La limite, c'est 80 heures pour une année, pas plus, en dehors du temps de travail. Et puis, il faut l'accord écrit du salarié pour justement une formation qui va sur un volume horaire limité à 80, l'amener à suivre une formation en dehors de son temps de travail et donc en plus de son temps de travail. Et puis, c'est pris en compte par le fait que si un salarié doit se former en dehors du temps de travail et en plus du temps de travail, l'employeur doit lui verser ce qu'on appelle une allocation de formation. On en reparlera plusieurs fois de cette allocation et elle a un montant précis puisque elle représente 50% de la rémunération de référence du salarié. C'est-à-dire que, si un salarié est payé à 10 € de l'heure, salaire, rémunération de référence, c'est un petit peu plus compliqué que ça, je schématise, mais on arrive à du 10 € de l'heure, l'employeur, pour toutes les heures de formation en dehors du temps de travail, devra verser à l'employeur, au salarié, une somme égale à la moitié de son salaire, c'est-à-dire 5 € par heure de formation en dehors du temps de travail. Donc on prend en compte là
l'effort en fait qu'on va demander au salarié, puisque en plus de son temps de travail, il va devoir se former. Voilà, donc c'est destiné aussi là à limiter les refus des salariés de ces actions de formation qui se déroulent en dehors du temps de travail. Statut du salarié maintenant, pendant les actions de formation figurant dans le plan de formation. Je vous rappelle, on est toujours dans le cadre du plan de formation. Il ne faudra pas confondre, tout à l'heure nous allons parler du CIF, et là le statut n'est pas du tout le même. Donc statut du salarié, c'est très simple, maintien du contrat de travail. Il n'y a pas de suspension du contrat de travail pendant les actions de formation qui sont engagées dans le cadre du plan mis en place par l'employeur. Maintien du contrat de travail et donc maintien intégral de la rémunération. Et cette rémunération continue à être versée par l'employeur. Voilà. Donc là, c'est vraiment très simple en ce qui concerne ce statut du salarié. Ça ne change rien donc à son statut habituel. Petite précision qu'il est bon de donner, lorsque le salarié a suivi la formation, l'employeur qui lui a demandé donc de se former ainsi ou d'améliorer sa formation ou de s'adapter à son poste de travail, n'a aucune obligation de lui accorder une promotion et une augmentation de salaire, par exemple. Donc, ça n'est pas un droit du salarié que d'obtenir en contrepartie de la formation une promotion. Sauf, évidemment, si c'était défini ainsi, si on s'était mis d'accord et si l'employeur avait dit, par exemple, je m'engage pour tous les salariés qui vont accepter telle action de formation, à accorder une promotion ou un surcroît de rémunération. Et puis, bien sûr, l'employeur s'engage quelquefois à améliorer la rémunération ou le niveau hiérarchique du salarié qui a suivi l'action de formation, mais à condition que les résultats du stage soient satisfaisants. Donc ça, c'est souvent une double condition. Mais retenez que la règle normale est que le salarié a l'obligation professionnelle de se former, c'est-à-dire de suivre les actions de formation, sans pour autant pouvoir prétendre de plein droit à une amélioration de son niveau hiérarchique ou de sa rémunération.